Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, les derniers chiffres de l'économie de l'officine, l'accès direct à la première année de pharmacie proposée par la conférence des doyens et la fourniture des produits de contraste par les cabinets de radiologie. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe, Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. tu viens de présenter les derniers chiffres de l'économie de l'officine. Comme tu les prévoyais, la situation est inquiétante. Oui, en effet. Peut-être si on peut commenter à partir d'un tableau l'évolution de la rémunération et que vous voyez ce qui s'est passé depuis 2012 à fin 2022. Je vous ai mis quatre courbes pour opérer. La courbe du haut, la courbe verte, c'est l'évolution de la rémunération du réseau de l'investissement de l'assurance maladie. C'est la CNAM qui nous fournit ce chiffre. On a mis ça en base 100 depuis 2012, depuis le début de la convention. Et vous voyez qu'il y a deux années exceptionnelles, 2021 et 2022, avec une augmentation de 26% en 2022 par rapport à 2012. OK. La deuxième, la courbe, la troisième, la courbe marron, c'est la courbe de l'inflation. La courbe de l'inflation, elle augmente très fortement ces deux dernières années. Et vous voyez que depuis 2012, il y a eu 13% d'inflation. C'est un marqueur pour le pouvoir d'achat. La courbe bleue, au-dessus, c'est la courbe d'évolution de la valeur du point de salaire à un officier. Ça, c'est ce que la FSPF négocie avec les centrales de syndicats de salariés de l'officine pour faire évoluer la rémunération de nos collaborateurs. Et comme vous voyez, nous avons à cœur de maintenir le pouvoir d'achat par rapport à l'inflation, puisque la courbe bleue dépasse un petit peu la courbe de l'inflation. La dernière courbe du bas, c'est la courbe des revenus fiscaux des titulaires d'officine, tels qu'ils sont déclarés à la CAVP pour servir de base au calcul de nos retraites. Et vous savez, les retraites, c'est à la mode actuellement, ce débat. Et vous voyez que cette rémunération augmente beaucoup en 2021. Elle va également augmenter en 2022. Mais en réalité, elle ne fait que retrouver le niveau de 2012 et elle est inférieure de 13% à l'inflation. Alors ça, c'est pour les années passées. Mais ce qui est alarmant et extrêmement alarmant, et je l'avais déjà dit au mois de janvier, j'avais dit, il ne fallait pas être grand druide pour le deviner, hein, la fin de l'épidémie de Covid se ressent dans notre activité en janvier et février. Nous avons les chiffres de janvier, les chiffres de février ne sont pas encore parus, mais on ressent que ça va être également très alarmant. Nous avons une activité en très forte baisse, une marge qui est équivalente à peu près à celle de 2019 et avec les évolutions de l'inflation, une très forte dégradation à venir de la rémunération des titulaires. Tout ceci avec ce contexte d'inflation et donc évidemment des demandes qui sont bien sûr légitimes de nos équipes d'avoir un rattrapage pour maintenir leur pouvoir d'achat, mais en réalité, celui des titulaires, qui est celui que moi je défends, est en danger en 2023. Donc ça, je vais avoir l'occasion de le dire au ministre de la Santé dans les jours à venir et à l'assurance maladie. Vous savez qu'une négociation économique s'ouvre à l'automne et ça, c'est bien sûr dans notre viseur, c'est ça qui va être l'actualité du syndicat dans l'année 2023. D'accord. Et du coup, comment inverser la tendance? Alors c'est ça, c'est bien le problème. Donc, bien sûr, s'emparer de toutes les missions conventionnelles et de toutes les activités de l'officine. Le, le,
l'officine a énormément de potentiel d'activité. Nous étions embolisés par le Covid, donc les équipes étaient très mobilisées, on avait des difficultés de personnel. Si l'activité Covid se réduit, il faut bien sûr investir l'ensemble des activités. Ça, c'est la première chose, il ne faut pas attendre. En revanche, il va falloir être très attentif aux dépenses cette année, et très scrupuleux sur les investissements de l'officine, tant que nous n'avons pas la visibilité économique. Et enfin, il faut commencer à se mobiliser pour négocier l'avenant, puisque nous avons besoin d'une revalorisation. Le problème, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'après l'échec des négociations des kinésithérapeutes, l'échec des négociations des médecins, le sujet de la négociation conventionnelle devient un vrai sujet. Nous arrivons après tous ces échecs, là, ce sont les dentistes qui vont débuter leur négociation. Ça s'ouvre aussi sur un climat qui est complexe. Euh, voilà, donc préparez-vous à une mobilisation. Je ne sais pas, j'ai confiance, je suis toujours raisonnablement, comment dire, je ne vais pas dire que je suis optimiste, je ne le suis pas. Euh, je trouve que nos partenaires de l'assurance maladie sont des partenaires qui nous écoutent. Maintenant, le sujet des années 2021 et 2022 est un sujet qu'ils ont en tête complètement. Et pour eux, il n'y a pas de problème dans l'officine à cause de ces années Covid. Mais ce renversement de tendance brutal des mois de janvier 23, même si on a alerté, va devoir rentrer dans les logiciels de Bercy, de l'assurance maladie, du ministère de la Santé, du premier service du Premier ministre. Ça va être un combat des 6 mois de dire, les amis, vous avez eu besoin d'officine pendant le Covid, vous avez certes fait des investissements, et nous, on a travaillé pour faire en sorte d'apporter notre œuvre à la lutte contre l'épidémie. Si vous voulez avoir des pharmacies la prochaine fois, bah, il faut les maintenir parce que notre économie ne résistera pas longtemps sans un apport supplémentaire et une revalorisation des tarifs sur notre cœur de métier qui est la délivrance du médicament. D'accord, merci Philippe. Alors, autre sujet, que penses-tu de la proposition de la conférence des doyens des facultés de pharmacie de permettre aux étudiants d'intégrer directement la première année de pharmacie sans passer par le concours spécifique Accès Santé, alias PASS? Merci aux doyens de leur proposition. Pour mémoire, nous avons un déficit de 1000 étudiants l'an dernier. Moi, on a tiré vraiment la sonnette d'alarme très tôt, hein, dès le mois de juin. La ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué que tout allait bien, Madame la Marquise, dans la PASLAS, et qu'il fallait continuer la réforme. Non, tout ne va pas bien. Il fallait faire des propositions. Cette proposition, elle est sur la table. La proposition d'avoir une partie de, de, de postes avec une première année de pharmacie et ensuite une partie avec ses licences d'accès santé qui ouvre qui ouvre en fait à d'autres publics les places en pharmacie et qui permettent aux étudiants en première année d'aller, s'ils sont, d'aller faire une deuxième année dans la mineure de leur choix si jamais ils n'ont pas l'examen de première année en pharma, c'est probablement, du point de vue de la FSPF, une excellente piste. Donc, merci aux doyens d'avoir mis ça sur la table. Il faut travailler le sujet. J'espère que les ministères de la Santé et de l'enseignement supérieur prendront la main qui est tendue par les enseignants. S'ils ne la prennent pas, il faut qu'ils trouvent une autre solution, une alternative. Et s'ils n'ont pas d'alternative, moi, je tiendrai personnellement responsable la ministre de l'Enseignement supérieur d'un éventuel déficit de poste en deuxième année de pharmacie l'an prochain, en septembre. Si jamais aucune solution n'est trouvée, eh ben, ça veut dire que nous avons un problème énorme à venir sur toutes les filières de pharmacie, industrielle, hospitalière, biologique et officinale, à venir dans 3 ou 4 ans. Donc, pour résumer, hein, Lucie, oui à la proposition des doyens.
Et tu penses qu'elle serait applicable quand? Il faut déjà qu'elle soit, elle est forcément, elle va être revisitée par les ministères, il faut qu'elle soit étudiée par l'ensemble des parties prenantes et éventuellement modifiée, pourquoi pas. Mais c'est enfin une piste sur la table. Là, moi, je ne vois rien bouger depuis le mois de juin. C'est-à-dire aucun signal des autorités sur une quelconque piste d'amélioration du système. D'accord, bien. Bon. Je te propose maintenant de répondre à la question de Véronique Barès, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Allier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je me présente, je suis Véronique Barès, présidente de la FSPF de l'Allier. J'ai une petite question. Je voulais savoir où en est-on de la possibilité offerte aux cabinets d'imagerie médicale de fournir directement aux patients des produits de contraste. Alors, Philippe, où en est-on de la possibilité offerte au cabinet d'imagerie médicale de fournir directement aux patients les produits de contraste? Alors, il n'est pas question que les radiologues fournissent aux patients des produits de contraste. Il est question qu'ils les utilisent comme matériel professionnel dans leur acte. Alors, vous me direz, ça revient au même, mais dans un cas, ça aurait été une brèche au monopole. Dans l'autre cas, c'est une utilisation de matériel professionnel comme dans d'autres cas d'utilisation par les soignants. C'est tout à fait prévu par le Code de la santé publique depuis longtemps, mais en revanche, c'est une problématique économique pour l'officine. Vous voyez la différence. Dans un cas, c'était brèche au monopole et problématique économique. Dans l'autre cas, c'est uniquement problématique économique. Vous me direz, c'est déjà suffisamment grave comme ça. OK. Donc, pour répondre précisément à la question, j'ai interrogé les ministères là-dessus. Ils sont toujours en train de travailler sur la liste des produits concernés et sur le sujet que nous avons mis sur la table, d'écoulement des stocks. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que on irait très probablement jusqu'à la date limite, qui est le 1er juillet de 2023. Et la demande de la FSPF là-dessus est qu'il y ait, s'il y a un déremboursement en fait de ces produits, parce que c'est ça en l'occurrence qui va se passer, hein, il y a qu'il y ait une procédure de rappel des stocks, de telle manière à ce que les laboratoires reprennent les produits et les réutilisent avec les radiologues en les leur rendant à eux en frais professionnels. Voilà. Donc, 1er juillet 2023, a priori, et la procédure, je vous le dirai dès que je le saurai. Nous, on demande une procédure de rappel, c'est le plus simple pour nous. D'accord. Bon. Avant de passer aux questions des internautes, peux-tu nous indiquer les conférences auxquelles participeront les représentants de la FSPF lors du salon Pharmagora Plus qui se tient ce week-end à la porte de Versailles? Je vais vous le dire, mais on va vous envoyer bien sûr une information à l'issue de ce live pour que vous puissiez savoir. Donc, samedi, demain, j'interviendrai en point d'étape de la convention Nouveaux enjeux avec la directrice déléguée de l'assurance maladie, Margrethe Cazeneuve, de 16 heures à 17 h. Moi, j'interviens à 11 heures. À 16 heures, vous avez Valérian Ponsigné qui va bien sûr parler du digital en santé et l'impact sur la pratique officinale. Dimanche, Philippe Denry à 10 heures sur titulaire recherche désespérément employé. À 11h30, Christophe Wilk, premier recours à l'officine, une solution aux déserts médicaux. À 13h45, Denis Millet sur générique et biosimilaire, les voies de la relance. Et à 15h30, Fabrice Camailloni qui va parler de l'évolution des dispositifs médicaux et ses différentes facettes. Donc voilà, ça mobilise pas mal de membres du Bureau national de la Fédération, ces conférences. J'espère que vous voir ce week-end. Je comprends qu'il y a des problématiques de transport et c'est ce qui me remonte un petit peu de partout. Mais si vous arrivez à venir, ben, vous avez le stand de la FSPF. Venez nous y retrouver. Vous aurez à minima un café et un bon accueil. Ok, alors passons maintenant aux questions des internautes. On a une question de Françoise Guillemot au sujet de la délivrance directe par certains centres hospitaliers de kits de pansement.
Que peut-on faire contre ça? Alors, moi, on lutte hein, contre ça sur deux plans. Le premier, au travers d'une charte d'utilisation des DM et de distribution par les hôpitaux. Donc, cette charte, elle prévoit d'encadrer ce dispositif, mais la charte, elle est en cours enfin, ouais, de parution. Après, il va falloir l'appliquer, faire changer les pratiques. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, on travaille sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est le fameux dispositif Prado qu'on a mis en place conventionnellement, de telle manière à ce que les sorties d'hôpital soient organisées et que la pharmacie soit prévenue. À partir du moment où la pharmacie est prévenue, bien, on peut organiser la sortie, organiser les prescriptions, organiser les délivrances. Ça nous donne la main sur le sujet. C'était ça l'intérêt principal du dispositif Prado. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est pas la livraison qui a l'intérêt. L'intérêt, c'est de reprendre la coordination de la sortie hospitalière. Voilà, donc on travaille là-dessus, mais évidemment, on a des adversaires et bien sûr, ce sont des produits hors monopole, donc c'est complexe puisque on n'a pas la même régulation qu'on a sur les médicaments. Ok. On a une question aussi sur le déconventionnement éventuel des médecins. Est-ce que pour nous, c'est une opportunité ou un risque? C'est surtout une perte de sens complète de nos confrères médecins. Euh, enfin, l'idée générale de la sécurité sociale, euh, le pacte hein, que nous avons entre citoyens français, c'est d'arriver à soigner tout le monde, quel que soit leur revenu, quels que soient leurs moyens. Et donc, c'est affligeant de constater que des médecins imaginent faire payer 50, 60 euros à ceux qui le peuvent pour en fait exclure les gens qui ne pourraient pas se soigner. Donc ça me nave. Euh, le, je constate que quelques centaines de médecins sont dans cette démarche. Je suis relativement satisfait de constater que c'est quelques centaines, et pas quelques milliers, hein, sur 80 000 médecins du pays. Donc ça me rassure sur l'état de nos confrères. Enfin, je suis vraiment très rassuré de voir que ça ne prend pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, vraiment, hein, je suis rassuré. Bon, par rapport à nous et à l'impact sur nos patients, en ce qui concerne les ordonnances que feraient ces prescripteurs, elles restent remboursables. Donc, il n'y a pas de sujet d'accès aux soins, d'accès aux médicaments par rapport au déconventionnement. C'est leur acte qui n'est plus remboursable, mais leur prescription reste remboursable. Donc, pas de sujet d'accès aux médicaments, c'est juste un sujet d'accès aux médecins. Et donc, ça risque de complexifier encore, dans certains territoires, l'accès aux prescripteurs. Ok. On a une dernière question d'Elisabeth Lagagné à propos des rappels de vaccination. Est-ce qu'on peut, lors de 2 rappels le même jour, facturer 2 fois à la sécurité sociale la ligne RVA? Oui, c'est une ligne par vaccin, par administration de vaccin. Si vous en faites 2 la même journée, oui, vous pouvez, de la même manière que vous avez réalisé la grippe en même temps que le Covid, vous facturiez la grippe et le Covid euh, dans la même journée. J'aime bien les questions faciles, en fait. C'est pas toujours le cas. Oui, c'est important cette question de vaccin. Et on fait 2 factures, tu penses, ou 2 lignes sur la même facture? Ah, moi, je dirais que 2 lignes sur la même facture, ça marche. Et ça, il va falloir que je vérifie auprès de l'assurance maladie. Ta question est un peu plus complexe, oui. Mais a priori, ça D'accord. ne vois pas pourquoi. Ok, on montre. Ok. Eh bien, merci Philippe et merci également à Véronique Barès pour la question vidéo. Et rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et un bon week-end.
Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.